Bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui explore la parentalité moderne avec expertise, humour et bienveillance. Aujourd'hui, on ouvre le débat avec un invité spécial et deux de nos 9 experts permanents. Ensemble, on décrypte les grands enjeux éducatifs ancrés dans les défis du XXIe siècle. Je suis Solane Bourquillon-Legoisiou, installez-vous, la discussion commence. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial à quelques semaines de Noël, l'intelligence artificielle qui envahit l'univers de nos enfants. Entre les jouets connectés qui promettent d'être leurs meilleurs amis et les plateformes comme Roblox qui font la une pour des mauvaises raisons, il est temps de faire le point. Mais tout d'abord, je vais passer à la présentation des invités du jour. Alors, avec moi aujourd'hui en invité permanent, nous avons Pascal Van Horn, fondateur du média Histoire de Papa et expert en parentalité. Pascal, tu interviens régulièrement en entreprise sur la question de la parentalité. Tu es papa de 2 enfants, jumeaux. Bienvenue Pascal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Barbara Meyer, autrice du best-seller J'arrête d'être débordée et experte de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, maman de 3 filles avec option jumelle. Vous avez passé 10 ans dans la Silicon Valley et je suis sûre que tu as un regard particulier sur cette course aux cadeaux innovants. Ravie de t'avoir avec nous, Barbara. Salut tout le monde. Mais ravie aussi. Salut tout le monde. Et notre invitée spéciale du jour, Mathilde Sirioli, qui est déjà venue. Mathilde, tu es psychologue et neuroscientifique spécialisée sur l'enfance et cofondatrice d'Everyone.ai ou IA, je dis quoi AI, Comme tu le sens. une ONG qui explore l'intersection entre intelligence artificielle, développement d'enfants et accompagnement éducatif. Tu es aussi maman de 4 enfants, donc ça rattrape vraiment, le fait qu'on est 3 à avoir des Ouais. jumeaux ici et que tu es la seule à pas avoir des jumeaux, mais non, tu es maman de J'avoue. 4 enfants, tu as la famille nombreuse plus, plus. Tu as un parcours incroyable avec un doctorat en neurosciences, cognitives de l'Université de Montréal et tu travailles depuis des années sur la façon dont les enfants apprennent et se développent. Aujourd'hui, tu es au cœur de cette révolution de l'IA appliquée à l'enfance et tu vas nous aider à comprendre ce qui se joue vraiment derrière ces technologies. Bienvenue Mathilde. Merci de m'avoir. Bonjour tout le monde. Alors, au sommaire de cette semaine, on va commencer par l'actu de la semaine. J'avais envie de parler de Roblox qui est dans la tourmente. Il y a eu énormément d'articles qui sont sortis sur le sujet. Je suis sûre qu'il y a plein de parents qui ont leurs enfants qui jouent à Roblox, la plateforme préférée de nos enfants. Allez, on démarre avec l'actu de la semaine. Alors, comme je vous le disais, j'ai vu beaucoup d'articles passer sur Roblox ces dernières semaines. Et si vous avez des enfants entre 7 et 15 ans, vous connaissez forcément Roblox, cette plateforme de jeux en ligne qui rassemble plus de 80 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde. Roblox, c'est un peu le Minecraft nouvelle génération. Les enfants y créent leurs propres jeux, explorent des univers créés par d'autres et y passent parfois des heures et des heures. Mais voilà, ces dernières semaines, Roblox est au cœur d'une polémique majeure. Le CEO de Roblox, David Basowski, a donné une interview qui a déclenché beaucoup de commentaires. Des créateurs dénoncent ce qu'ils appellent une exploitation systématique des jeunes. Pourquoi? Parce que le modèle de Roblox repose sur les Robux, une monnaie virtuelle. Les enfants peuvent en gagner en créant du contenu, mais la réalité est tout autre. Des ados passent des centaines d'heures à développer des jeux. Le taux de rémunération sont dérisoires, il est quasi impossible de retirer ses gains facilement. Le système encourage les enfants à dépenser l'argent de leurs parents. Et ce n'est pas tout, il y a beaucoup d'autres problèmes qui ont émergé ces derniers mois, comme les contenus inappropriés accessibles aux jeunes enfants, des prédateurs sexuels qui utilisent le chat pour entrer en contact avec les mineurs, des temps d'écran excessifs avec une difficulté vraiment à décrocher, selon, beaucoup, de médecins, qui connaissent la dictologie et une pression sociale à dépenser l'argent. Bref, le Roblox, c'est devenu un peu le Far West numérique où nos enfants en passent des heures et on commence à réaliser qu'on n'a pas vraiment le contrôle. Alors, je voulais démarrer avec Mathilde, toi qui étudies l'impact du numérique sur le développement des enfants. Qu'est-ce que ce modèle de Roblox t'évoque d'un point de vue neuroscientifique? Il y a beaucoup de choses du côté de Roblox. Déjà, c'est un jeu. Il y a des côtés qui peuvent être
plutôt positif. Le problème, c'est que pour l'instant, la balance des bénéfices et de tous les risques qui viennent avec est pas toujours très bonne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant, à ce moment-là, son cerveau, il est en cours de développement. Toute la partie qui gère justement le contrôle de manière générale, l'inhibition, la capacité à s'arrêter, se développe vraiment, de l début de l'adolescence, jusqu'à 25 ans. Donc, c'est une période qui se fait sur longtemps. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas déjà la capacité, à la base vraiment de s'arrêter et d'inhiber. Alors quand on voit nous, quand on est sur les réseaux sociaux, comme des fois on arrive pour 2 minutes et on reste, 25 minutes et qu'on est déjà pas bon, mais nous on a quand même le cerveau qui est capable de le faire à la base. Eux, ils ont Mmh. même pas encore cette boîte à outils qui est si performante. Donc c'est plus dur pour eux de s'arrêter. Et puis ce qu'on voit au niveau des dynamiques, il y a plusieurs choses qui jouent sur toute la partie circuit de la récompense, dopamine. Ouais. Donc c'est vraiment le fait qu'on a envie de faire quelque chose plus. C'est vraiment le but de la dopamine, c'est de nous motiver à reproduire quelque chose. Il y a plusieurs choses en fait qui font qu'un objet ou, là, dans le cas de Roblox, un jeu est hyper gratifiant. C'est déjà, il y a peu de friction, il y a pas beaucoup d'efforts à fournir au début, avant d'avoir du fun. Donc ça, c'est plus facile que d'aller, courir 2 heures, par exemple. Tu auras de la dopamine si tu cours 2 heures, mais l'effort est un peu plus élevé. La deuxième chose, c'est qu'on a une récompense qu'on appelle à taux variable. Donc ça veut dire que quand tau quand tu fais une action, si tu as toujours une récompense, c'est cool au début, mais tu te lasses assez vite. Par contre, si quand tu fais une action, tu as une récompense des fois et tu l'as pas d'autres fois, ça, c'est finalement ce qui est un peu le plus addictif. Donc ça, Roblox le fait très bien. Heu, il y a une autre dimension aussi qui est la dimension sociale, puisque c'est un jeu qui est connecté. Donc il y a vraiment un petit peu cette espèce de FOMO, cette peur, cette fear of missing out, cette peur de rater ce qui est en train de se passer, de pas être connecté quand les autres sont connectés, d'être mis de côté. Ça, c'est quelque chose qui est très développé, qui se développe particulièrement très fort entre 12 et 16 ans. Donc là, c'est un moment où en plus le cerveau du jeune a envie d'être avec les autres, va vraiment aller lire, va se comparer. Est-ce que j'ai autant que les autres? Est-ce que mon univers est aussi développé? Est-ce que j'ai autant d'objets? Donc ça, c'est quelque chose qui est très vulnérable chez eux, qui est très sensible. Donc ça, Roblox, justement, avec, toutes ces choses qu'on peut acheter pour aller, améliorer son univers et avoir l'air, plus fort que les autres, joue. Et puis la dernière chose, c'est justement ce côté de promettre à l'enfant qu'il va pouvoir monétiser, ce qu'il crée, les jeux qu'il développe. Hem Et ça, c'est une récompense encore supérieure, mais ce qu'on voit, c'est que les enfants, ils ont pas encore une bonne vraiment compréhension de l'argent, de la valeur du travail. D'ailleurs, on l'exploite tous en tant que parents quand on leur dit, «Si tu laves ma voiture pour 5 € alors que ça nous coûterait 40 € d'aller faire ailleurs ou 50 €», on l'utilise un peu ce côté-là. Sauf que là, en fait, il y a vraiment ce côté-là, mais beaucoup plus fort. On leur promet de l'argent qui finalement, ils vont jamais vraiment aller toucher, à un âge où ils le comprennent pas tant que ça. Donc tous ces côtés-là, en fait, ça va vraiment aller taper dans les vulnérabilités des jeunes et on pourrait avoir, des plateformes qui seraient intéressantes, qui utiliseraient, des stratégies d'arrêt beaucoup plus faciles, qui encourageraient, d'autres choses, mais c'est pas ce que fait Roblox puisque d'un point de vue monétaire, heu, décourager l'engagement, c'est pas une bonne chose pour une plateforme. C'est en fait, c'est vrai que moi j'ai vu plusieurs reportages, sur le sujet, et notamment de médecins qui le classent, mais vraiment dans le pire des jeux vidéo au niveau de Ouais. l'addictologie, que ça procure. Et puis c'est vrai que ça fait dépenser, énormément d'argent et que de plus en plus, bah, là c'est Noël, il y a énormément d'enfants maintenant qui demandent des cartes Roblox pour Noël. Pour leur anniversaire et cetera, et donc on est tout le temps dans le plus et à jamais s'arrêter. Barbara, Pascal, vous connaissez ce jeu, vous? Moi, les filles, elles jouaient, donc moi, je suis pas triste parce que je trouvais que Roblox, sur le marché du jeu, c'était un des premiers jeux qui était un peu plus inclusif, ouvert aux filles, qui était moins dans la violence, dans l'univers de la guerre, des soldats et cetera, donc qui Mmh. était moins genré et qui offrait, pédagogiquement, des blocs de construction, pédagogique et de compréhension du monde assez intéressantes. Évidemment, donc évidemment, je suis, déçue mais à moitié déçue. La dictologie, évidemment, c'est un des moyens, financiers de toute la planète digitale. Pourquoi Roblox aurait été épargné ou, aurait construit son modèle économique autrement
que par l'addiction et comment ils auraient pu faire, autrement, hein, d'un point de vue business même, je demande. Hem, donc heu, donc voilà, moi je suis triste, en tant que maman de fille, et en même temps, pas surprise parce qu'il y a des dérives dans tous les jeux vidéo. Moi, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, grâce à, l'intelligence artificielle dont on va parler, on va pouvoir créer des jeux tout seul et je me dis que finalement, allez, avec les Gemini et tout ça, si on est un peu malin, on sait même pas coder, mais on a envie de faire son propre jeu vidéo. Ce qu'on fait à l'intérieur de Roblox, on va être capable de le faire avec Gemini. Donc je me dis que peut-être, finalement, dans pas longtemps, Roblox va mourir par lui-même et ça sera tant pis pour eux. Avec moins d'addictologie et puis moins aussi de problèmes, par rapport parce qu'il y a ça et puis il y a aussi le problème, des prédateurs, enfin, moi j'ai vu une vidéo d'une maman d'un monsieur qui a débarqué chez elle et cetera, parce qu'en fait, il avait échangé des messages avec sa fille, qui avait 12 ans et en fait, tu te dis: «Mais c'est absolument pas sécurisé, quoi». Le grooming sur, Roblox, je sais plus, il y avait un chiffre, c'est 14 millions de tentatives de mise en relation d'un adulte avec un enfant sur Roblox cette année en France. Je veux dire, En même temps, d'un 1,6 000 000, point de c'est ça, pardon, 1,6 million. 14, ça me Il semble y a une énorme. C'est déjà virgule, trop. ouais, ouais. mais Ouais, c'est déjà trop évidemment. mais d'un point de vue grooming, ça fait du sens. C'est comme, enfin, tu vois, si on ramenait ça dans le monde physique, Mmh c'est-à-dire, mh. en fait, tu as, l'aire de jeu, la plus intéressante pour les enfants. C'est là où il y a le plus d'enfants que tu peux trouver. Il y a pas de parents pour surveiller. Il y a personne qui regarde ce que tu fais et ça se trouve à tel endroit. Enfin, c'est Mmh, naturellement, si on sait ça dans la vie réelle, on mettrait un paquet de gens pour surveiller ce qui se passe et s'assurer que mmh, si des adultes passent par là, parce que vraiment ils veulent faire le jeu, ils sont en train de faire le jeu, ils sont pas en train d'aller parler aux enfants. Mais dès qu'on tombe dans le digital, en fait, on n'est bah, pas très bon finalement pour voir les risques du digital, quoi. et du coup, toi, Mathilde, tu conseilles à partir de quel âge les enfants, ils peuvent commencer à jouer à ce Je trouve que la on question est hyper compliquée parce que, tu vois, quand, si on se pose la question, par exemple, à quel moment ils peuvent vraiment comprendre, ces choses-là d'un point de vue, en fait, d'un point de vue juste cognitif, mmh intellectuel. Hyper jeunes, peuvent pas forcément comprendre. On est dans des niveaux d'abstraction qui sont assez élevés. C'est ce qu'on dit, même nous en tant qu'adultes, on n'est pas très bons finalement. Dès qu'on est dans du Ouais. digital, on n'arrive pas à réguler, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui reste. Je pense qu'il y a un accompagnement qui est vraiment important à faire en amont parce que même si un enfant va se dire: «OK, vers 14-15 ans», sur vraiment les questions de, par exemple, de monétisation, sur les capacités d'abstraction, même de compréhension de ce que c'est que la confidentialité. On voit que ça s'améliore vraiment autour de 15-16 ans. Il y a une belle amélioration. N'empêche que s'ils ont jamais été exposés, qu'ils ont eu aucune conversation autour de ça, c'est pas parce qu'ils ont la capacité de le comprendre qu'ils vont le Mmh. comprendre naturellement. Ce serait comme de dire un enfant à partir de 8 ans, en général, la plupart des enfants peuvent nager. Un enfant qui a jamais vu de l'eau, je vais le jeter dans l'eau, il va savoir nager. Ben non, il a la capacité de le faire physiquement, il y a pas de doute. Mais l'accompagnement à faire en amont, pour qu'ils sachent nager ou là, dans le cas présent, pour qu'ils Mmh. sachent utiliser ces plateformes de manière responsable et sans risque, ça va prendre énormément de travail et d'accompagnement et c'est hyper dur pour les parents, de le faire puisque souvent c'est des plateformes qu'on connaît pas, avec lesquelles on n'a pas grandi et on a énormément de choses déjà à leur apprendre et c'est difficile d'être un parent digital aussi. De se dire: «En fait, je Mmh. dois pas juste parenter mon enfant dans le monde réel, je dois aussi maintenant le parenter dans le monde digital». Pascal, tu voulais ajouter quelque chose? Alors, je pose le truc, je pense que sur tous les sujets de l'émission, je vais être le boomer de la team. Je vais être le boomer de la team et qui va être en colère et se vénère tout le temps, hein. Donc voilà, je pose le truc comme ça, au Super. moins vous savez. Non, moi je honnêtement, je connaissais pas et je suis content de ne pas connaître et je suis honnêtement halluciné. En même temps, oui et non, parce qu'en même temps, j'ai envie de dire, presque je comprends pas qu'on soit surpris. Vraiment, je pense que maintenant on commence à avoir suffisamment d'années d'expérience et de retours d'expérience pour savoir l'impact négatif du digital sur nos enfants. Parce que c'est des mastodontes, parce on sait qu'on peut pas les réguler, parce qu'on sait effectivement, Mathilde a très bien expliqué que l'enfant n'est pas en capacité par lui-même de se réguler. On sait que les plateformes, maître Barbara l'a dit, ont un intérêt capitalistique et donc du coup n'ont pas intérêt non plus à mettre des pare-feux et des warnings.
on le sait et donc du coup vraiment en fait, moi mon sujet c'est de dire gros warning sur le digital. On m'oppose souvent par rapport à ça de dire: «Oui, mais en même temps on vit dans un monde digital et donc du coup c'est important de sensibiliser nos enfants». Spoiler alert, le digital est fait pour que, quoi qu'il en soit, on y arrive à y adhérer et à fonctionner avec hyper facilement. Donc je crois que si nos enfants sont éloignés du digital jusqu'à l'adolescence, je pense qu'on va pas les déconnecter du monde réel. Ils y arriveront extrêmement bien à s'y approprier avec effectivement, je rejoins évidemment Mathilde, sur le fait que c'est important de les accompagner. C'est pas de les jeter dans le grand bain effectivement à 12, 13 ans, mais je pense qu'effectivement avant l'adolescence, je pense qu'aujourd'hui on a suffisamment de retours d'expérience pour savoir que voilà, que c'est pas le truc, incroyable pour nos enfants et que les risques sont majeurs et juste quand même, on a eu la discussion avec mes enfants il y a pas longtemps, moi sur un sujet de petit jeu, alors qui était pas celui-ci, mais un petit jeu, à télécharger sur l'iPad et je disais: «En fait, il y a une phrase qu'il faut retenir par rapport au digital: "Si c'est gratuit, c'est toi le produit"». Mmh. Voilà et cette phrase, on la connaît, toutes et tous en tant que parents et en fait, moi, j'ai essayé je commence à essayer de l'apprendre à mes enfants pour au moins qu'ils aient un regard critique sur cette notion de gratuité qui n'est évidemment pas gratuite, quoi. Bon et bah, c'est une, très bonne conclusion. Soyez vigilants et regardez bien un petit peu, comment sont faits, ces différents, jeux, et comment est-ce que vos enfants les utilisent. Si vous avez aimé cet épisode de Génération Parents, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube et de nous laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.